important des PPP en général, des contrats de concession et des marchés de partenariat, qui est vérifié en France et qui est vérifié en Angleterre. Vous avez aussi des statistiques qui ont été publiées par le National Audit Office, où on voit bien la différence entre marché public d'un côté et PPP de l'autre. Les infrastructures sont délivrées dans l'État. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle et l'avantage qui semble être vérifié statistiquement. La mauvaise nouvelle, et là aussi vous avez préparé quelques statistiques par zone géographique et par secteur, la mauvaise nouvelle, c'est que les partenariats publics-privés sont des contrats de long terme. Forcément, il y a de l'infrastructure et l'opérateur est rémunéré dans le temps. Donc il faut qu'il puisse amortir ses investissements et faire un bénéfice correct par rapport aux investissements qu'il a mis en place. Donc on est sur des contrats de long terme qui sont incomplets. C'est-à-dire que tous ces contrats sont généralement renégociés. Donc il y a des renégociations qui apparaissent dans la phase d'exploitation de l'infrastructure, et on a des taux de renégociation qui sont très importants. Donc il y a une très grosse étude qui a été faite par José Luis Guasch, qui travaillait à la Banque mondiale et qui est toujours connecté à la Banque mondiale, et qui a regardé 1000 contrats de concession dans les pays d'Amérique latine, et il s'est rendu compte que les taux de renégociation de ces contrats étaient de 60% en moyenne, et dans certains secteurs d'activité, comme les transports, 80%. L'eau, 92%. Et en moyenne, ces contrats sont renégociés 2 ans après leur signature. C'est-à-dire que vous faites un appel d'offres, vous mettez en concurrence les opérateurs, vous obtenez un bon prix, les investissements sont mis en place, et très vite, le contrat est renégocié, et très vite, les prix augmentent, puisqu'on cherche à renégocier le contrat et à faire augmenter les prix. Donc c'est le gros inconvénient de ces PPP, c'est qu'il faut que vous soyez prévenus, si vous vous lancez dans cette aventure, que ces contrats sont généralement renégociés. C'est vrai pour les pays d'Amérique latine, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Angleterre. C'est pas lié à certaines zones géographiques ou au niveau de développement des pays. On a des taux de renégociation en France qui tournent entre 50 et 80% selon les secteurs. Je vous ai fait un petit tableau. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On renégocie pour des mauvaises raisons. L'opérateur privé a plus d'informations que vous. L'opérateur privé peut trouver des excuses pour renégocier en phase d'exploitation et augmenter les prix. Vous êtes pieds et poings liés avec lui au travers d'un contrat à long terme. Vous avez un service public qui ne peut pas être arrêté. Vous avez une population que vous devez satisfaire. Donc l'opérateur est en position de force pour renégocier. Et on renégocie quelquefois aussi pour de bonnes raisons. Il y a la Covid-19 qui arrive, il y a un choc exogène, quelque chose qui n'est pas prévu. Il est normal de renégocier un contrat et de l'adapter. Dans tous les cas, il faut que la puissance publique se prépare et soit prête à renégocier ses contrats. Alors ce qui est intéressant, je ne vais pas, j'ai presque terminé mon intervention, je ne vais pas déborder par rapport au temps qui m'est imparti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une analyse économique des partenariats publics-privés. Vous avez parlé de Jean Tirole tout à l'heure, avec qui j'ai écrit effectivement un rapport pour le gouvernement français, qui a eu le prix Nobel en 2014, mais vous avez Oliver Williamson, qui a eu le prix Nobel en 2009, vous avez Oliver Hart, qui a eu le prix Nobel en 2016, vous avez Pablo Spiller, qui n'a pas eu le prix Nobel, mais qui est à l'université de Berkeley et qui est une star dans ce domaine-là. Vous avez 3 prix Nobel, plus d'autres stars qui travaillent sur les partenariats publics-privés de manière appliquée et qui ont des recettes à vous proposer sur comment faire en sorte que ça se passe bien lorsque vous allez vers des partenariats publics-privés. Alors j'ai essayé de résumer ça en un slide avec quelques conditions d'efficacité, mais forcément c'est lacunaire et il manque des choses. Mais au niveau de l'appel d'offres, il faut s'assurer d'un niveau de concurrence minimum. Vous avez des risques d'entente, vous avez des risques de corruption, vous avez des risques de malédiction du vainqueur. La malédiction du vainqueur, c'est simplement lorsque l'opérateur vous fait une offre très alléchante, qu'il pense bénéfique pour lui, et c'est juste qu'il est très optimiste sur ses coûts de délivrance de l'infrastructure, ou qu'il est très optimiste sur la demande future. Lui proposer de mettre en place une autoroute entre 2 grandes villes, il est persuadé qu'il aura beaucoup de clients, qu'il va faire beaucoup de recettes, et en fait, il a été trop optimiste, et généralement, il est maudit dans le sens où il va faire faillite après. Et donc, il faut éviter ces problèmes de cartel, de corruption, de malédiction du vainqueur. Il y a des solutions qui existent. Ensuite, vous avez des problèmes de contractualisation. Comment faire en sorte que le contrat soit un engagement crédible? On sait que dans la plupart des PPP, vous avez des pénalités qui sont mises en place pour que l'opérateur respecte les délais, respecte la qualité, respecte ses engagements. Et on sait aussi, lorsqu'on connaît un peu ces partenariats publics-privés, que les pénalités sont très peu appliquées. Et elles sont très peu appliquées parce que lorsqu'il y a besoin de les appliquer, la part de la puissance publique, généralement, hésite à appliquer des pénalités qui vont mettre en péril le partenariat,
le partenariat va se changer en un conflit permanent pour les 15 ans qui viennent, ou hésite à appliquer ses pénalités si l'opérateur fait faillite et dit bon, bah, je laisse tomber, débrouillez-vous avec l'infrastructure, débrouillez-vous avec le service. Donc les pénalités, c'est pas la solution idéale. Et il y a des solutions aussi pour faire en sorte que les engagements soient crédibles. Il faut aussi préparer la renégociation, comme je vous l'ai dit, tous ces contrats sont amenés à être renégociés, donc il y a des solutions qu'il faut anticiper. Il faut prévoir les conditions de rupture. En cas de renégociation non fructueuse, qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à se mettre d'accord? Quelles sont les options de sortie? Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a eu des travaux et il y a des propositions qui sont avancées. Il faut être très au clair que dans la phase d'exécution du contrat, la puissance publique a besoin de compétences nouvelles. La puissance publique peut très bien être très compétente pour délivrer un service public, mais elle peut être totalement incompétente pour gérer un contrat. Puisque là, on gère un contrat lorsqu'on passe des partenariats publics-privés. Donc il y a vraiment besoin de monter en compétence du côté de la partie publique. Et c'est vrai dans tous les pays du monde. Il y a une étude qui vient de montrer qu'aux États-Unis, c'était la principale difficulté liée au partenariat public-privé. Le manque de compétences de l'administration publique. Il y a un besoin de passer en mode projet. Bien souvent, la puissance publique considère qu'un partenariat public-privé, c'est une phase d'appel d'offres, et puis une fois qu'on a signé le contrat, c'est cool, on a géré le problème, le service va être géré par l'opérateur, et puis on n'a plus à s'en occuper. Non, il faut passer en mode projet pour être au même niveau d'information que l'opérateur privé, pour être capable de renégocier le contrat lorsque la renégociation va arriver, parce qu'il faudra adapter ce contrat. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Ne pas se retrouver en asymétrie d'information lorsqu'on va être amené à renégocier le contrat. Puis la dernière phase qui pose problème, c'est le renouvellement du contrat. Et ça, on sait que lors du renouvellement du contrat, si c'est un contrat qui est amené à être renouvelé, ou on est amené à refaire un appel d'offres, mais là aussi, il faut anticiper qu'on risque d'avoir des problèmes si on veut vraiment changer d'opérateur à la fin du contrat, et si on veut vraiment régénérer de la concurrence, c'est pas si simple que ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. En conclusion, le futur des PPP en France. C'est ça qui nous intéressait, et peut-être que vous voulez savoir un petit peu où on en est. Les marchés de partenariat sont en voie de disparition. Il y en a très peu. Ces partenariats publics-privés où c'est l'autorité publique qui paye au travers d'un loyer annuel sur le long terme les infrastructures et la délivrance du service, il y en a très peu qui sont signés aujourd'hui en France. Il y a une législation qui a été renforcée au travers d'une ordonnance en 2015 et d'un décret en 2016 qui oblige à une évaluation préalable avec un bilan économique favorable. Donc il faut, avant de signer un tel contrat, démontrer que le marché de partenariat est la solution adéquate et qu'elle est meilleure qu'un contrat de concession ou qu'un marché public. Et puis il faut aussi, il y a une analyse de la soutenabilité de la dette. Il faut démontrer qu'on est capable de payer les montants annuels et que ça ne va pas être un problème au niveau des collectivités notamment. En ce qui concerne, donc du coup, il y en a très peu, c'est très compliqué à mettre en place, il y en a très peu de signés. Au niveau des concessions, en France, on est dans une situation un peu difficile de mon point de vue. Alors je dis de mon point de vue parce que, encore une fois, on a très peu de statistiques. Je vous ai dit que j'avais très peu de statistiques sur les concessions. On sait qu'il y en a beaucoup et dans des tas de domaines en France, mais très peu de statistiques. On sait qu'il y a des vagues de remunicipalisation dans le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau est un secteur dans lequel il y a énormément de concessions qui ont été signées en France. Plus de 65% de la population française est desservie en eau par un opérateur privé au travers d'un contrat de concession. Donc c'est le mode de gestion majoritaire. Et il y a une vague de remunicipalisation dans le secteur de l'eau, notamment avec la remunicipalisation de la ville de Paris, de son service d'eau, donc en 2010, a suivi une vague de remunicipalisation dans d'autres grandes villes en France. Donc, il y a une volonté de la part des villes de reprendre la main sur ce service. Et puis, il y a des rapports réguliers en France qui contestent les concessions dans le secteur des autoroutes, des aéroports, en insistant sur le fait que les opérateurs privés font trop de profit. Mais en oubliant qu'ils prennent aussi le risque, prennent le risque de demande, qu'ils ont mis en place les infrastructures, qu'ils ont investi lourdement, et qu'il est normal qu'en fin de contrat, les bénéfices soient importants. Donc souvent, on se focalise sur des cas emblématiques en France, des cas qui ne fonctionnent pas, on les met de l'avant, on en parle, et on en fait une généralité, et on oublie, en oubliant les contrefactuels, c'est-à-dire en oubliant qu'il n'y a pas de solution parfaite. Si on n'était pas passé en contrat de concession pour les autoroutes ou pour la gestion de l'eau, on serait passé en marché public, et en marché public, on aurait eu un sous-investissement, probablement, avec des infrastructures qui seraient en moins bon état, et peut-être avec un prix plus faible. Et c'est un choix. Il n'y a pas de solution parfaite dans tous les cas. En réalité, j'avais préparé 2 slides de conclusion, juste pour vous dire qu'il est difficile de comparer l'efficacité des systèmes
marché public ou PPP, parce qu'il y a un manque de transparence en France, il y a un manque de données, et il n'y a pas réellement de volonté politique. Vous avez mentionné le rapport que j'ai écrit avec Jean Tirole et qu'on a remis au Premier ministre en 2015, où on a fait une dizaine de propositions. On a fait 10 propositions dans ce rapport. Une concernait l'augmentation de la transparence et la mise en place d'un observatoire avec des données sur les concessions en France. Et la réponse a été mais pourquoi faire? Si vous travaillez en plus pour les fonctionnaires, mais pourquoi faire? Et sur les 10 propositions que nous avons faites dans ce rapport, je pense qu'il y en a une qui a été reprise et 9 qui ont été mises de côté, ce qui a beaucoup énervé Jean Tirole par ailleurs. Donc il n'y a pas forcément de volonté politique d'aller vers plus de transparence et de collecter des informations. Et c'est un peu dommage parce que ça permettrait de mettre sur la table et de vraiment voir, en France au moins, les différentiels de performance entre ces modes de gestion. Enfin, quelques remarques en conclusion. Je vous avais préparé un très joli graphique que je vais essayer de vous résumer, mais il faut bien que vous ayez en tête qu'il y a des solutions contractuelles qui sont un peu innovantes et dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qu'on utilise aussi en France, mais pas seulement en France. J'ai beaucoup parlé des partenariats publics-privés en parlant d'un opérateur privé, mais vous avez aussi en France la mise en place de sociétés d'économie mixte à opérateur unique. Donc concrètement, vous avez des contrats de concession qui sont signés avec des sociétés qui sont détenues en partie par le public et en partie par un opérateur privé, majoritairement par le privé, si on parle de CEMOP, de Société d'économie mixte opération unique. Ça permet à la partie publique d'être à niveau, de s'impliquer, d'avoir de l'information sur le projet, d'avoir un droit de vote et peut-être un droit de veto lors des décisions importantes pour la gestion des services. Donc ça permet à la partie publique d'avoir un pied dans la gestion du service, et ça fonctionne plutôt bien. Vous avez des contrats un peu innovants qui existent au Chili, qui existent en France aussi, à durée flexible. Je vous ai dit que le gros problème des contrats de concession, c'est que vous transfériez le risque, le gros problème. C'est pas un problème, mais le risque potentiel des contrats de concession, c'est que vous transfériez le risque de demande vers l'opérateur privé et que l'opérateur pouvait être en situation délicate si la demande n'était pas au rendez-vous. Mais vous avez des concessions à durée flexible, où la durée s'adapte en fonction du chiffre d'affaires qui est réalisé par l'opérateur privé. Et donc, en cas de situation Covid-19, où vous avez moins de clients, l'opérateur privé fait moins de chiffre d'affaires, la durée du contrat s'allonge en fonction des recettes qui sont effectuées par l'opérateur privé. Et ça permet d'éviter d'avoir à renégocier de manière dure le contrat, parce qu'il y a des recettes qui ne sont pas au rendez-vous pour l'opérateur privé. Et puis enfin, vous avez des PPP à obligation de performance, et c'est sur ça que je vais conclure. Les partenariats publics-privés sont beaucoup attaqués aujourd'hui, notamment il y a eu un rapport de l'ONU, mais il n'y a pas seulement côté ONU, sur le fait que PPP et défense des droits humains, PPP et recherche de bien-être social, c'est pas forcément compatible parce que PPP, l'opérateur privé cherche à maximiser le profit. Et en fait, il est très intéressant de voir qu'on peut contractualiser sur des objectifs de performance et relier ces objectifs de performance avec les objectifs de développement durable et montrer que dans les PPP, selon les objectifs de performance que vous allez choisir et les pénalités, les bonus que vous allez appliquer en fonction de ces objectifs, par exemple le taux de raccordement au réseau, la vitesse d'intervention sur les réseaux en cas de problème, on peut le raccorder directement à certains objectifs de développement durable qui ont été énoncés par les Nations Unies. C'est un travail qui a été fait par l'équipe d'Oxford dans laquelle je travaille pour les contrats à impact social, où on a regardé pour tous les contrats à impact social signés dans le monde comment les objectifs de performance pouvaient être reliés aux différents objectifs de développement durable, et c'est quelque chose qu'on devrait faire aussi pour les contrats de concession. C'est même en passe de devenir une obligation en France, parce qu'il y a un projet de loi qui porte sur cette idée de spécifier les objectifs de performance dans ces contrats en fonction des objectifs de développement durable des Nations Unies. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que le son était bon, à défaut que vous ayez vu mes slides, et puis je pourrais vous les envoyer par la suite après cette conférence. Merci beaucoup à tous. Merci, professeur. On a perdu le son? Non. Je n'ai pas de son de mon côté en tout cas.
Il n'en pas question. Non, il y a. Ah, si. Professeur, vous m'entendez? Allô, professeur, vous nous entendez là? Monsieur Sossi, vous m'entendez?